Personne ne l'a vu venir, et pourtant, tout était déjà là, caché derrière les sourires parfaits, derrière les chansons d'amour, derrière cette légende que la France entière a adorée sans jamais la questionner, car pendant des décennies, on a cru connaître l'histoire de France Gall et de Michel Berger. On a cru voir un couple idéal, une union sacrée entre la musique et l'amour, deux prénoms devenus indissociables, presque mythiques, et pourtant, dites-moi, comment un mythe peut-il survivre aussi longtemps sans être nourri par le silence ? Ce que le public voyait, c'était une harmonie parfaite, des plateaux de télévision complices, des chansons qui parlaient de tendresse et de résistance, deux enfants, une réussite éclatante. Et pour toute une génération, ils étaient la preuve vivante qu'un amour durable était encore possible dans un monde qui détruit tout. Mais ce que personne ne voulait admettre, c'est que les plus beaux mythes reposent souvent sur ce qu'on ne dit jamais. France Gall n'était pas seulement une icône pop, elle était une femme qui avait grandi trop vite sous les projecteurs, une adolescente propulsée au sommet par l'Eurovision, marquée à jamais par des chansons à double sens qu'elle ne comprenait pas encore, par des sourires imposés, par l'image fabriquée d'une jeune fille naïve. Et derrière sa douceur, il y avait déjà des blessures anciennes, profondes, silencieuses. Lorsque Michel Berger entre dans sa vie au début des années 70, il n'est pas seulement un compositeur talentueux, il devient un refuge, un homme qui l'écoute vraiment, qui écrit pour elle des chansons plus mûres, plus justes, qui lui rend une dignité artistique qu'elle croyait perdue. Et ensemble, ils construisent bien plus qu'un succès, une renaissance. France Gall cesse d'être une idole yéyé pour devenir une femme, une artiste respectée, engagée. Et très vite, la collaboration se transforme en amour, un amour qui rassure tout le monde, le public, les médias, et surtout France elle-même qui croit enfin avoir trouvé un équilibre, quelqu'un qui la comprend, qui la protège, qui partage ses valeurs. En 1976, ils se marient presque en secret, loin des caméras, comme si déjà certaines choses devaient rester à l'abri des regards. Et les années suivantes renforcent cette image idéale. Les succès s'enchaînent, les albums marquent toute une génération. Leur couple devient un symbole national, une évidence entre l'amour et la création. Et France Gall, discrète par nature, ne dément jamais cette vision, parce que contredire le mythe serait déjà le fragiliser. Pourtant, dans l'ombre de cette réussite, quelque chose commence lentement à se fissurer. Pas un scandale, pas une trahison visible, mais un malaise diffus, imperceptible, un décalage silencieux. Car à mesure que leur image publique grandit, leur vie privée se referme. Et France apprend à se taire, à protéger, à préserver, convaincue que certains silences sont nécessaires pour survivre dans ce milieu et surtout pour protéger ce qu'elle aime, sans savoir encore que ce silence deviendra un jour son plus lourd fardeau. Car derrière le couple parfait que la France admire, une autre histoire commence à s'écrire. Une histoire faite de fatigue, de choix cachés, de non-dits, une histoire que personne n'est prêt à entendre. On oublie souvent, en écoutant les chansons de France Gall, qu'elles sont nées d'une femme profondément marquée par ses humiliations passées. Et ces blessures ne disparaissent jamais vraiment, elles se taisent, elles attendent. Et lorsque Michel Berger écrit pour elle au milieu des années 70, il ne lui offre pas seulement des tubes, il lui offre un langage nouveau, des mots qui parlent de liberté, de choix, de résistance intérieure. Le public applaudit cette métamorphose, la critique salue une artiste accomplie, et France croit enfin avoir trouvé un équilibre entre ce qu'elle est et ce qu'elle montre. Mais la maturité artistique ne garantit jamais la paix intérieure. Dans l'intimité, France reste hypersensible, fragile, marquée par le souvenir d'avoir été utilisée, mal comprise. Et Michel, qu'elle perçoit comme un protecteur, est aussi un homme exigeant, obsédé par le travail, par la perfection, écrasé par les responsabilités, par Starmania, par les attentes de l'industrie musicale. Et peu à peu, un décalage s'installe, non pas dans les cris, mais dans les silences prolongés, dans les absences, dans ces moments où l'on se sent seul, même à deux. À l'extérieur, leur couple fascine toujours. On les interroge sur leurs secrets de longévité. France répond avec pudeur, Michel avec humour. Et plus ce rôle devient convaincant, plus il devient impossible d'en sortir. Car comment avouer ses doutes quand on est devenu le symbole national de l'amour parfait ? Alors France choisit une voie qui deviendra sa signature, le silence digne. Elle encaisse, elle observe, elle espère que le temps apaisera les tensions, sans comprendre que parfois le temps ne répare rien, il creuse, il prépare les drames. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un autre poids, bien plus lourd que la gloire, s'installe dans leur vie. Un événement qui va bouleverser leur équilibre fragile et révéler, sans qu'ils le sachent encore, les failles profondes de leur relation. Car il existe des épreuves qui ne détruisent pas l'amour, mais qui révèlent brutalement ce que chacun est capable ou incapable d'affronter.
Cette épreuve porte un prénom, Pauline. Lorsque le diagnostic tombe, la mucoviscidose, le monde de France Gall se rétrécit soudain. La scène devient secondaire, la musique passe après la peur de perdre son enfant. Et à partir de ce jour, quelque chose change irréversiblement en elle. Tandis que Michel affronte la douleur autrement, par l'action, par le travail, par la fuite en avant. Et ce décalage, déjà présent, devient une incompréhension silencieuse qui ne cessera de grandir. Mais ce que France ignore encore, c'est que pendant qu'elle lutte pour sauver sa fille, pendant qu'elle s'enferme dans le silence pour protéger sa famille, un autre danger, invisible, commence déjà à menacer l'homme qu'elle croit connaître. Un danger qu'il choisira de lui cacher et qui transformera bientôt leur histoire d'amour, l'un des drames les plus lourds de secrets de la chanson française. Et vous, croyez-vous vraiment qu'un couple aussi parfait puisse traverser sans fissure les épreuves les plus cruelles de la vie? Ou sentez-vous déjà que quelque chose d'irréversible est en train de se préparer dans l'ombre? Dans la prochaine partie, vous découvrirez l'épreuve qui va briser leur équilibre et le premier silence qui va tout changer. Il y a des maladies qui détruisent un corps et il y a des maladies qui détruisent des couples sans faire de bruit. Et pour France Gall et Michel Berger, la mucoviscidose de Pauline devient peu à peu cette ligne invisible qui les sépare sans qu'aucun d'eux n'ose la nommer. Car pour une mère, la douleur est immédiate, viscérale, quotidienne. Chaque respiration difficile de sa fille devient une alarme. Chaque nuit passée à l'hôpital, une blessure de plus. Et France Gall comprend très vite que sa vie ne lui appartient plus vraiment, qu'elle est désormais rythmée par la peur constante de perdre son enfant. Alors elle se replie, elle se tait davantage encore. Elle protège Pauline comme elle a appris à se protéger elle-même, par le contrôle, par la retenue, par l'effacement de ses propres émotions. Michel Berger, lui, aime sa fille profondément, mais il affronte la douleur comme il a toujours affronté les épreuves, par l'action, par le travail, par la fuite en avant, comme si créer sans relâche pouvait tenir la mort à distance, comme si produire encore et toujours pouvait empêcher l'irréparable d'arriver. Et là où France a besoin de présence, de silence partagé, de mains qui tiennent dans la nuit, Michel offre des projets, des studios, des voyages, des absences. Et ce décalage devient plus visible, non pas dans des disputes, mais dans cette sensation étrange de ne plus traverser la tempête côte à côte. France a parfois le sentiment de porter seule le poids émotionnel de la maladie. Elle ne reproche rien, elle sait que Michel souffre aussi, mais elle sent qu'ils ne luttent plus ensemble, chacun rame de son côté dans le même bateau. Et ce qui la ronge le plus, ce n'est pas la colère, c'est cette solitude qu'elle n'a pas le droit d'avouer. Car comment se plaindre quand on est admiré par un pays entier, quand on incarne le courage et la dignité ? À l'extérieur, rien ne transparaît. Le couple continue d'apparaître uni, solide, exemplaire. La France admire leur force sans connaître l'ampleur de ce qu'ils vivent. Et France Gall veille scrupuleusement à ce que cette image reste intacte. Pour Pauline, pour Raphaël, pour Michel aussi. Car briser le mythe, ce serait ajouter de la violence à la violence. Mais le silence, à force, devient lourd, presque toxique. France n'exprime plus ni sa fatigue ni ses peurs. Elle les enfouit, convaincue que c'est le prix à payer pour protéger sa famille, sans comprendre que ce silence agit comme un poison lent, qui l'isole, qui l'éloigne, qu'il creuse des zones d'ombre là où il faudrait de la lumière. Certains proches remarquent alors que France Gall semble plus grave, moins spontanée, comme si une partie d'elle restait en permanence sur ses gardes. Et Michel Berger, de son côté, paraît de plus en plus épuisé, sous pression, comme s'il portait sur ses épaules bien plus que ses seuls projets artistiques. Car pendant que la maladie de Pauline fragilise leur couple, un autre danger, beaucoup plus discret, commence à s'installer dans la vie de Michel lui-même. Un danger qu'il choisit de ne pas nommer, de ne pas partager, fidèle à cette habitude ancienne de tout porter seul, comme s'il n'avait pas le droit de faiblir. Depuis plusieurs mois déjà, Michel se plaint de douleurs thoraciques, d'un essoufflement inhabituel, d'une fatigue persistante, surtout dans les périodes de stress intense. Mais il minimise, il continue, il travaille, il voyage, il enchaîne les projets, comme si s'arrêter était une forme de trahison envers lui-même, envers sa carrière, envers l'image qu'il doit maintenir. France remarque bien ces signes, mais elle les interprète comme de l'épuisement, comme une conséquence normale de la pression. Et surtout, elle n'imagine pas que Michel lui cache quelque chose d'aussi grave, car dans leur histoire, malgré tous les silences, elle croit encore à une vérité fondamentale, celle que, entre eux, sur l'essentiel, on ne se ment pas. Et pourtant, à ce moment précis, un secret médical majeur est déjà là, connu de certains, prescrit par un médecin très proche, mais soigneusement dissimulé à celle qui partage sa vie. Un secret qui transformera plus tard chaque souvenir banal en torture. Car Michel Berger sait. Il sait que son cœur est fragile. Il sait qu'il court un risque réel. Il sait qu'il devrait ralentir, se ménager, se soigner sérieusement. Et il choisit de ne rien dire, ni à sa femme, ni à ses enfants, ni même à ses proches. Pourquoi ? Par peur d'inquiéter, par orgueil, par déni,
ou parce qu'il est déjà ailleurs, mentalement, émotionnellement, dans une vie qu'il commence à imaginer différente. France, elle, continue de croire que malgré les tensions, malgré la fatigue, malgré les silences, leur couple tiendra, que l'amour, le vrai, finira par reprendre toute la place, sans savoir que le temps n'est plus un allié, mais un compte à rebours. Et puis vient ce dimanche d'été, un jour banal, presque heureux en apparence, un jour qui va figer leur histoire pour toujours, le 2 août 1992, dans la chaleur écrasante de Ramatuelle. Michel décide de jouer au tennis, un geste simple, anodin, comme pour se prouver qu'il est encore fort, encore vivant, encore maître de son corps, sans imaginer que ses premiers échanges seront les derniers gestes de sa vie. Dès les premières minutes, quelque chose ne va pas. Une douleur violente à la poitrine, un malaise évident, une pâleur inquiétante. Les signes sont là, visibles, alarmants. Et pourtant, fidèle à lui-même, Michel minimise. Il parle de fatigue, de chaleur. Il rassure sur tout France, encore une fois, comme s'il protégeait moins son cœur que le secret qu'il porte depuis des mois. Et c'est à ce moment précis que tout aurait pu basculer autrement, à ce moment précis qu'une décision, un appel, un aveu auraient peut-être changé le cours de l'histoire, mais le silence, une fois encore, va décider à leur place. Et vous, dites-moi, quand un homme sait qu'il est en danger et qu'il choisit de se taire, est-ce du courage, de l'orgueil ou une fuite déguisée? Dans la prochaine partie, vous découvrirez ce qui s'est réellement passé dans les dernières heures de Michel Berger et pourquoi ce silence va devenir pour France Gall une blessure impossible à refermer. Après le match de tennis, malgré la douleur qui ne le quitte plus vraiment, Michel Berger décide de rentrer à la villa, comme si tout cela n'était qu'un incident banal, comme si son corps n'avait fait que lui adresser un simple avertissement qu'il pouvait encore ignorer. Il prend un bain pour se rafraîchir, un geste presque rassurant, presque domestique, et pendant quelques minutes, le monde semble reprendre sa place normale. France le croit apaisé, un peu fatigué mais stable, et c'est précisément dans ces instants ordinaires que se cachent parfois les plus grands drames. Car quelques minutes plus tard, la seconde crise survient, brutale, implacable. Cette fois, son visage change, la douleur est insoutenable, sa respiration se bloque, le temps s'accélère. Les secours sont appelés dans l'urgence, et lorsque le médecin arrive, il est déjà trop tard. Le cœur de Michel Berger s'est arrêté. Les tentatives de réanimation échouent, et en quelques minutes, toute une vie, toute une histoire, toute une légende s'effondre sans bruit. Pour France, c'est une sidération absolue, un choc qui ne ressemble à rien de ce qu'elle a connu. Elle perd son mari, le père de ses enfants, son partenaire artistique, l'homme qui a façonné une part essentielle de sa vie. Et surtout, elle croit à une fatalité, à un destin cruel, imprévisible, injuste mais inévitable. Car personne ne lui a jamais dit que ce drame était peut-être annoncé depuis longtemps. Les jours suivants se déroulent comme dans un brouillard. Les hommages affluent. La France pleure un génie disparu trop tôt. On parle d'un arrêt cardiaque brutal, d'un coup du sort. Et France, digne, silencieuse, accepte cette version officielle parce qu'elle n'a aucune raison de douter, parce qu'elle ignore encore que la vérité se cache déjà dans sa propre maison. Quelques jours plus tard, en rangeant machinalement un tiroir, elle tombe sur des boîtes de médicaments cardiaques prescrits depuis des mois, parfois à peine entamés, parfois même totalement intacts. Et à cet instant précis, quelque chose se brise en elle d'une manière différente, plus sourde, plus vertigineuse. Car ces médicaments ont été prescrits par le père de Michel lui-même, un médecin respecté, parfaitement conscient de la fragilité cardiaque de son fils. Et France comprend soudain que Michel savait, que d'autres savaient, et qu'elle, sa femme, avait été tenue à l'écart. Elle découvre alors l'existence d'examens médicaux, de diagnostics, de risques réels, de mises en garde claires, tout un pan de la réalité qu'on lui a caché délibérément. Et la douleur change de nature, elle ne disparaît pas, elle se transforme. À la tristesse s'ajoute la colère, à l'absence s'ajoute le vertige du « si seulement », si elle avait su, si elle avait insisté, si elle avait compris que ce malaise n'était pas une simple fatigue. Peut-être aurait-elle appelé les secours plus tôt, peut-être aurait-elle imposé le repos, peut-être Michel serait-il encore en vie. Cette pensée devient une torture quotidienne, une blessure invisible mais permanente, car elle réalise que la mort de Michel n'était pas totalement imprévisible, que des signes existaient, que des traitements existaient, et que le silence, une fois encore, a tout emporté avec lui.
Mais ce que France ignore encore, c'est que cette découverte n'est que la première pièce d'un puzzle bien plus troublant, car à mesure que les semaines passent, d'autres détails commencent à prendre un sens nouveau. Des absences inexpliquées, des voyages répétés, des conversations rapportées, des documents administratifs, et surtout des silences qui, rétrospectivement, deviennent lourds de signification. Peu à peu, une autre vérité commence à émerger, plus douloureuse encore que la première, car Michel Berger ne portait pas seulement un secret médical, il portait une autre vie. Selon plusieurs témoignages recueillis plus tard, Michel entretenait depuis environ 18 mois une relation sentimentale avec une autre femme, une relation discrète, soigneusement simulée, née lors d'un déplacement professionnel à Los Angeles, et ce qui n'était au départ qu'une collaboration artistique serait devenu une échappatoire, une respiration, une possibilité de recommencer ailleurs. Pendant qu'il continuait de vivre avec France Gall, de partager le quotidien familial, les apparitions publiques, les projets communs, il construisait en parallèle une autre réalité. Et ce qui commence à apparaître n'est pas seulement une liaison secrète, mais de véritables projets de départ, des recherches immobilières à l'étranger, des prises de renseignements sur des écoles pour ses enfants, des discussions sur la répartition future de leur catalogue musical. Autant de décisions lourdes de conséquences prises sans jamais en informer celle qui partageait sa vie depuis 20 ans. Pour France, cette révélation est un second choc, peut-être même plus violent que la mort elle-même, car il ne s'agit plus seulement de perdre un homme, il s'agit de découvrir qu'il préparait une vie sans elle, qu'il prenait des décisions essentielles en l'excluant totalement. Et cette exclusion, plus que la fidélité, devient sa plus grande blessure. Elle comprend alors que Michel envisageait de partir, de changer de vie, et qu'il ne lui avait laissé aucune place dans ce choix. Et pourtant, fidèle à elle-même, France Gall ne dira rien, ni publiquement, ni immédiatement. Elle choisit encore une fois le silence pour protéger ses enfants, pour préserver une image qui dépasse désormais leur simple couple, sans imaginer que ce silence va devenir sa prison intérieure pendant les 25 années qui viennent. Et vous, dites-moi, qu'est-ce qui est le plus cruel ? Perdre un homme que l'on aime ou découvrir après sa mort qu'il avait déjà commencé à vous quitter ? Dans la prochaine partie, vous découvrirez pourquoi France Gall a choisi de tout taire et comment ce secret va façonner le reste de sa vie. Après les révélations, après les soupçons confirmés, après cette certitude terrible que Michel Berger avait commencé à construire une autre vie sans elle, France Gall aurait pu parler. Elle aurait pu tout dire, briser l'image, exposer la vérité, dénoncer la trahison. Mais elle choisit exactement l'inverse. Elle se tait. Non pas par faiblesse, mais par une lucidité presque cruelle, car elle comprend très vite ce que la vérité ferait exploser. Non seulement l'image d'un homme aimé par des millions de personnes, mais aussi l'équilibre déjà fragile de ses enfants, déjà marqués par la maladie, déjà fragilisés par la mort de leur père. Dire la vérité, ce serait livrer Pauline et Raphaël à une violence médiatique qu'ils ne pourraient pas affronter. Ce serait transformer leur deuil en scandale national. Ce serait réduire toute une histoire d'amour à un fait divers. Et France refuse cela. Elle refuse que la mémoire de Michel devienne un champ de ruines exposé au regard. Alors elle décide de porter seule ce qu'elle sait, de protéger l'œuvre, de protéger l'homme qu'elle a aimé, même s'il l'a blessé au plus profond, même s'il l'a exclu de décisions vitales, même s'il lui a volé la possibilité d'agir. Dans les mois qui suivent, contre toute attente, elle termine la tournée Double Jeu. Elle monte sur scène, elle chante les mots écrits par l'homme qui lui a caché l'essentiel. Et chaque concert devient une épreuve intérieure, chaque chanson un rappel de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils ne seront plus jamais. Mais elle tient, parce que renoncer serait une autre manière de mourir, parce que malgré tout, elle continue d'aimer l'œuvre qu'ils ont construite ensemble. À l'extérieur, on admire son courage, sa dignité, sa force. On parle d'une femme exceptionnelle, d'une veuve admirable. Mais personne ne sait ce qu'elle affronte réellement chaque soir lorsqu'elle quitte la scène, seule avec ses questions, seule avec ce tiroir rempli de médicaments jamais pris, seule avec cette idée obsédante que tout aurait peut-être pu être évité. Puis la vie, une nouvelle fois, s'acharne. En 1993, à peine un an après la mort de Michel, France Gall apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Un nouveau combat, une nouvelle épreuve qu'elle affronte sans bruit, sans plainte, fidèle à cette habitude de tout porter seule. Elle se soigne, elle survit, elle continue d'avancer pour ses enfants, parce qu'elle n'a plus le droit de s'effondrer.
Mais en 1997, le coup le plus cruel tombe, celui qu'aucune mère ne devrait jamais connaître. Pauline meurt à 19 ans, emportée par la mucoviscidose. Et à cet instant précis, quelque chose se brise définitivement en France Gall. Non pas dans un cri, mais dans un effondrement intérieur silencieux, car perdre son mari est une tragédie, perdre son enfant est une destruction. À partir de ce jour, elle se retire presque totalement de la vie publique. Elle refuse les interviews, elle disparaît des écrans, comme si le monde à ses yeux lui avait déjà tout pris, comme si parler n'avait plus aucun sens. Dans l'intimité, pourtant, les questions ne la quittent jamais. Des proches raconteront plus tard qu'elle revenait souvent sur les derniers mois de Michel, sur ce qu'il savait, sur ce qu'il n'a pas dit, sur ses médicaments intacts retrouvés à quelques mètres d'elle. Et ce détail, plus que l'infidélité, plus que les projets de fuite, devient sa plus grande blessure, car ce n'est pas l'affaire qui l'a détruite, c'est de ne pas avoir eu la chance d'agir, de ne pas avoir eu la possibilité de sauver, de prévenir, de retenir. Avec les années, elle accepte de dire quelques mots, jamais frontalement, jamais pour accuser. Elle évoque une distance émotionnelle, un homme déjà ailleurs, un silence pesant. Elle laisse entendre qu'il avait commencé à construire une autre vie, mais elle refuse toujours d'aller plus loin, comme si mettre des mots précis sur cette vérité la rendait irréversible, comme si parler détruisait définitivement ce qu'elle essaie encore de préserver au fond d'elle-même. Et puis vient son dernier grand projet, en 2015. La comédie musicale Résiste, un titre qui résonne comme un aveu, comme un résumé de toute une existence, car derrière ce mot, beaucoup voient une femme qui a résisté à tout, aux humiliations de la jeunesse, au silence du couple, à la maladie, aux trahisons, aux morts successives, à cette solitude qu'elle n'a jamais vraiment partagée. Et vous, dites-moi, jusqu'où peut-on aller pour protéger ceux que l'on aime sans se perdre soi-même ? Dans la prochaine et dernière partie, vous découvrirez ce que France Gall a laissé entrevoir avant de mourir et la question troublante qui demeure encore aujourd'hui sans réponse. À partir du moment où France Gall se retire presque totalement de la scène publique, une autre vie commence. Une vie faite de discrétion, de solitude choisie, de rares apparitions, comme si chaque mot de trop risquait de faire s'effondrer l'équilibre fragile qu'elle a mis tant d'années à reconstruire. Car derrière la dignité, derrière le silence, derrière cette image d'une femme forte, une question ne la quitte jamais. Une seule, obsédante, lancinante, qui revient dans les nuits sans sommeil, dans les anniversaires, dans les chansons qu'elle n'écoute plus. Michel savait-il qu'il allait mourir ? Et surtout, pourquoi ne lui a-t-il rien dit ? Des proches raconteront qu'elle revenait souvent sur les derniers jours, sur ce match de tennis, sur ce bain, sur ses médicaments retrouvés intacts, comme si toute sa vie se résumait à cet instant précis où une vérité aurait pu être dite et ne l'a pas été. Car pour elle, le cœur du drame n'est plus la mort, ni même la trahison amoureuse, mais cette exclusion fondamentale, ce moment où l'homme avec qui elle a tout partagé a décidé qu'elle ne devait pas savoir l'essentiel. Peu à peu, à travers de rares confidences, elle laisse filtrer des phrases énigmatiques, jamais accusatrices, jamais directes. Elle parle d'un homme déjà ailleurs, d'une distance émotionnelle, d'un silence trop lourd. Elle laisse entendre qu'il avait commencé à construire une autre vie, mais elle refuse toujours de confirmer clairement l'existence d'une liaison. Elle refuse toujours de parler des projets de départ. Elle refuse surtout de raconter ce qu'elle a découvert après sa mort, comme si dire précisément la vérité aurait transformé définitivement Michel Berger en un autre homme aux yeux du public. Et elle ne veut pas de cette image-là pour ses enfants. Car plus que tout, France Gall veut protéger Raphaël. Elle veut lui éviter de grandir avec un père transformé en traître médiatique. Elle veut préserver pour lui une figure aimée, respectable, humaine. Et pour cela, elle accepte de porter seule le poids du mensonge collectif. Elle accepte d'être la seule à savoir, la seule à douter, la seule à se demander si elle a aimé un homme qui n'existait déjà plus vraiment. Dans les dernières années de sa vie, elle parle un peu plus, mais toujours à demi-mot. Elle dit que le silence a été une nécessité vitale, que dire la vérité aurait tout détruit, que certaines choses doivent rester tues pour permettre aux vivants de continuer à vivre. Et derrière ces phrases, beaucoup comprennent qu'elle a choisi de sacrifier sa propre vérité pour protéger celle des autres. Lorsqu'elle meurt le 7 janvier 2018, les hommages célèbrent son talent, sa douceur, sa élégance, sa pudeur, mais presque personne n'évoque ce qu'elle a porté seule pendant plus de 25 ans.
Ce secret qui a façonné chacune de ses décisions, chacun de ses silences, chacun de ses renoncements. Car France Gall n'a jamais écrit de mémoire, elle n'a jamais livré toute la vérité. Elle a emporté avec elle l'essentiel de ce qu'elle savait. Et pourtant, avant de partir, elle a laissé entrevoir une dernière chose, presque une confession involontaire. Michel Berger n'est pas seulement mort d'un arrêt cardiaque, il est mort entouré de silence. Un silence qu'il a choisi, un silence qu'elle a accepté, un silence qui a protégé un mythe au prix de sa propre paix intérieure. Alors, la question demeure, suspendue, dérangeante, impossible à trancher. Michel Berger a-t-il voulu protéger France Gall en lui cachant sa maladie et son départ, ou s'est-il protégé lui-même par peur d'affronter ce qu'il était devenu ? Et le silence de France était-il un dernier acte d'amour ou une prison qu'elle s'est imposée pour survivre ? Et vous ? Si vous étiez à sa place, auriez-vous dit la vérité au risque de tout briser ou auriez-vous, comme elle, protégé le mythe au nom de l'amour et des enfants ? Dites-le moi en commentaire. Et dans la prochaine histoire, vous découvrirez une autre légende française dont le plus grand secret n'a été révélé qu'après la mort et qui pourrait bien changer à jamais votre regard sur ceux que vous croyez connaître.